Bien, bonjour, bonjour à tous, à toutes. Là, je vois que Richard vient de se connecter, nous rejoindre. Bonjour Richard, bonjour François. Pour l'instant, vous êtes 14 déjà d'être connectés, donc on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Et quelqu'un peut me faire signe pour me dire si le son est bon, l'image ça va? Pas très bien coiffé, il est temps que j'aille chez le coiffeur, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas trouvé de coiffeur encore. Bonjour Karine, bonjour Véro Toto, bonjour Agnès. Voilà, ça arrive vite là, hein. Séverine, bonjour Marie-Claire. Bonsoir, bonsoir Marie-Claire, ouais ça va, merci, ça va bien. J'espère que pour toi aussi ça va bien, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Bonjour Sonia. Vous êtes 28 là pour l'instant, hein. Bon, j'entends le tonnerre derrière là. Bonjour Véronique. Bonjour Philippe. Tout va bien, on me dit audio, vidéo, c'est ok. Bon, super. Allez, encore quelques secondes, un peu de patience. Et puis, on va pouvoir commencer. Sachant que, évidemment, dans ce genre d'échange, on voit des gens arriver en cours de discussion. Bon, c'est comme ça, hein, tout le monde ne peut pas être forcément présent à 18 heures pile. Bonjour Michel. Voilà. Nous sommes 31 pour l'instant. Bonjour Émeric. Alors, en attendant un petit peu que tout le monde arrive, je voudrais rappeler un petit peu le principe de ces Facebook Live. Euh, Parce que bon, bah, chaque semaine, on a de nouveaux participants et donc tout le monde n'est pas forcément au fait de l'organisation de ces Facebook Live. Donc, d'abord vous dire évidemment que le système fonctionne à partir de questions que vous me posez donc par écrit et que moi je visualise à l'écran. Évidemment, moi je ne vous vois pas, hein, je ne vois que vos questions. Et pour ce qui me concerne, je pense que vous me voyez, hein, en tout cas pour ceux qui ont l'image. Euh, voilà, donc le but du jeu, c'est de me poser des questions tout au long de la période. Et puis moi, j'essaye de répondre en direct aux questions qui sont posées, sachant que j'ai à côté de moi Mohamed Kibachi qui prend note au fur et à mesure des questions pour qu'on essaye d'en rater le moins possible, parce que bon, ça défile, hein, là, on est 55 maintenant, hein, mais on va atteindre les 80 ou 100 personnes, comme ce qui est à peu près le niveau qu'on a chaque semaine, hein. Donc, évidemment, il y a un flot de questions qui arrive. Et donc, heureusement que j'ai Mohamed à côté de moi pour aussi prendre note des questions importantes qui passent et puis pouvoir me les rappeler si dans le flot des questions, j'en oublie quelques-unes. Alors, bonjour Sonia, bonjour Agnès, bonjour Justine, bonjour Jean-Marie, bonjour Laurent, bonjour Elisabeth. Marie est arrivée aussi, Marie Réfuveil. Alors, Cathy, donc je finis simplement de rappeler l'objectif de ces Facebook Live.
À l'origine, d'ailleurs, on n'avait pas du tout prévu dans la préparation de l'élection d'organiser ce type de formule, mais bon, le confinement oblige, il a fallu s'adapter finalement à la situation, et c'est le moyen que nous avons trouvé, si vous voulez, de pouvoir continuer à communiquer avec les Blainvillais, pas seulement avec nos soutiens, hein, je le dis en passant, c'est l'ensemble des Blainvillais qui sont invités, et donc y compris ceux qui a priori peuvent se poser des questions par rapport à nous, bah, ils sont les bienvenus, au contraire, il n'y a pas de questions taboues, et c'est un moyen aussi pour nous d'échanger et de répondre à des questions qui se posent, même si ça peut être des questions qui fâchent, moi j'ai pas de problème, hein. Tout est ouvert, n'hésitez pas. On est d'une certaine manière dans la démocratie participative, sans l'avoir prévu, puisque quel meilleur moyen que de mettre en œuvre la démocratie que de s'adresser en direct aux personnes et de se confronter au flot des questions qui peuvent se poser. Donc voilà, voilà un peu l'objectif. Euh, je sais que il y a eu un article dans Liberté Normandie de la semaine dernière autour de ces Facebook Live. Et je sais que bon, c'est pas forcément apprécié, j'allais dire de l'autre côté. Bon, écoutez, moi, d'abord, bon, encore une fois, ces Facebook Live, ils sont faits pour échanger avec les habitants. Prendre en compte un certain nombre de questions, donc nous informer de certains problèmes qui se posent, et puis les faire remonter à qui de droit, j'allais dire, c'est-à-dire aujourd'hui à l'équipe qui est encore en place de par le décalage de l'installation du conseil municipal. Voilà le but. Moi, j'aurais préféré évidemment pouvoir tenir des Facebook Live en disant, ben voilà, cette semaine avec Monsieur Françoise, avec l'équipe sortante, on s'est réunis plusieurs fois, on a travaillé différents sujets, on s'est accordé sur tel ou tel aspect. Voilà, pouvoir présenter des choses qu'on aurait pu décider ensemble m'apparaissait évidemment plus positif, mais dans la mesure, si vous voulez, où on m'interdit l'accès à la mairie et où on m'interdit l'accès à la cellule de veille, où en clair on ne veut pas nous associer, moi je ne peux que procéder comme ça pour à la fois échanger, récupérer les sujets et puis les faire remonter. Voilà. C'est une situation de fait que je regrette, mais bon, qui est la suivante. Voilà. Alors, une première question, on va rentrer dans le flot des questions. As-tu des nouvelles pour les masques commandés par Monsieur Françoise? Alors, j'avais, suite à notre échange de la semaine dernière, adressé un courrier à Monsieur Françoise autour de différents sujets. Effectivement, sur la question des masques, donc j'ai eu une réponse qui est la suivante. Les masques ont été commandés avec deux objectifs prioritaires. D'une part, équiper et sécuriser tous les agents de la ville au regard des besoins exigés pour leur fonction, ce qui est la moindre des choses, évidemment, hein. Et puis, d'autre part, préparer le recensement des besoins des Blainvillais les plus vulnérables. Voilà la réponse qui m'est faite. J'avais attiré l'attention sur le coût en disant attention quand même, parce que c'est presque 60 000 euros TTC, entre 55 et 60 000 euros TTC pour l'équivalent de 40 000 masques qui vont servir pour en gros un mois de durée. Bon, ça fait quand même des enveloppes importantes par rapport au budget communal, et c'est vrai que quand même, là, on est sur une responsabilité de l'État, et il était important quand même
d'intervenir pour que l'État assume ses responsabilités, y compris dans ce domaine de la fourniture des masques. Moi, je pense que c'est pas alors, je suis pas un yaka faucon, hein, mais je considère que en l'affaire, c'était la responsabilité de l'État que de fournir les masques en question. Avec notre argent, parce que l'argent de l'État c'est nos impôts, hein, donc, et qu'on n'avait pas à nouveau à refinancer des masques. Bon, la réponse qui m'est faite, c'est de dire bon, nous on a préféré au niveau de la commune les commander et en assumer la charge. Bon, moi je pense que j'aurais fait un peu autrement, mais bon, c'est la réponse. Par contre, je n'ai pas d'informations. Alors sur la distribution, pour l'instant, on a bien vu que la priorité, ça sera effectivement les employés communaux. Hein, c'est normal dans l'exercice de leurs fonctions. Et puis les personnes les plus vulnérables, ce que j'avais effectivement sur le point sur lequel j'avais aussi attiré l'attention. Après, sur le reste, la manière dont ça sera distribué, ce qui m'est dit, c'est qu'on attend de voir comment l'État va configurer tout ça. Ça me paraît aussi assez logique. Mais je n'ai pas d'autres informations pour le moment là-dessus. Ce que je ne sais pas, mais je vais reposer la question ça la semaine prochaine, ce que je ne sais pas, c'est ce qu'il est advenu du projet solidaire qui était évoqué par la commune, à savoir, dans une réponse qui m'avait été faite il y a 2 semaines, Monsieur Françoise me disait qu'il était envisagé de monter une opération solidaire dans la commune, j'imagine avec des personnes volontaires, des associations comme l'association Les Petites Mains ou autres, pour confectionner des masques à Blainville directement. Je ne sais pas si cette idée a été poursuivie et si les choses sont lancées. Je pense que c'était une bonne idée et qu'il faut essayer de l'amener à terme. Je réinterrogerai pour savoir où ça en est. Ce que j'ai vu aussi, j'attire l'attention là-dessus, vous savez qu'à Colombelles, il y a une organisation qui s'appelle Atypique. C'est vraiment une organisation atypique, et je la connais bien puisque j'ai participé à ma place au Conseil économique de la création de cette organisation. En fait, Atypique, c'est une organisation qui permet à des demandeurs d'emploi qui avaient un projet de création d'emploi de créer leur emploi et de le financer par leur activité, si vous voulez, avec évidemment une aide de l'État et dans le cadre d'une entreprise qui a été créée pour ça, qui est une entreprise qu'on appelle une EBE, une entreprise à but d'emploi, donc qui n'a pas d'objectif, si vous voulez, de profit comme dans le secteur concurrentiel, mais qui a le seul objectif, c'est de permettre aux demandeurs d'emploi qui ont des projets de créer leur emploi et de fonctionner, de le financer par leur activité. Et je sais qu'Atypique, j'ai vu que la ville de Colombelles avait commandé 1000 masques à Atypique, donc à des personnes qui sont en capacité, des demandeurs d'emploi qui sont en capacité de fabriquer des masques. Je pense que ça sera intéressant de se renseigner si ils ont la possibilité aussi de participer d'une telle opération, parce que ça serait aussi encourager leur démarche, si vous voulez, de création d'emplois. Donc je pense que ça sera intéressant d'avoir un contact avec eux, en parallèle de ce qu'on peut faire au niveau solidaire sur Blainville, parce que quand même, je rappelle que les masques de Camp-la-Mer, c'est 5,50 € la bête, d'accord? Donc 6000 masques, c'est plus de 33 000 € hors taxe. C'est ça les chiffres que m'ont donné Monsieur Françoise. Donc peut-être que on peut à la fois permettre à des demandeurs d'emploi de développer leur activité et puis en même temps peut-être d'avoir un coût de production de masques qui soit peut-être inférieur à 5,50 €, ce qui serait peut-être pas mal pour le budget de la commune. Alors une autre question, est-ce que la réouverture annoncée de la Poste fait suite à votre pétition?
Bon, j'aurais la modestie de répondre que peut-être quand même que on y a un peu contribué, mais enfin, on n'est sans doute pas les seuls responsables de cette réouverture. Je sais que au sein de la Poste, il y a eu différents problèmes qui ont été posés au niveau du fonctionnement de la Poste dans cette situation particulière. Maintenant, si vous voulez, paraît évident, si vous voulez, que tous ceux qui ont pu intervenir pour dire qu'il fallait absolument que la Poste s'organise autrement pour, en tant que service public, répondre aux attentes du public, justement, bon, bah, tous ces appels ont dû porter leurs fruits. Moi, je m'en félicite. Maintenant, il n'empêche que le moment venu, on a un rendez-vous prévu avec le directeur régional de la Poste pour faire un point et dire ce qu'on attend, nous, de la Poste à Blainville en termes de service public. Ce rendez-vous, il est programmé, il est retenu au niveau du principe. Le moment venu, on assurera ce rendez-vous parce qu'on a beaucoup à discuter de l'évolution de la Poste à Blainville et des services de la Poste à Blainville. Pour notamment la réouverture du lundi, je le rappelle, et les moyens pour fonctionner. Pat Tarrant me pose la question: comment se passe la cohabitation en raison du confinement nouveau et anciens maires doivent cohabiter pleinement aux décisions et actions de projet? Bon, je dirais que le climat n'a pas vraiment beaucoup évolué. Dans les réponses que j'ai reçues cette semaine de Monsieur Françoise aux questions que j'avais posées suite au Facebook Live, on sent qu'il y a un ton, si vous voulez, qui est employé, qui est un ton assez méprisant, assez même donneur de leçons. Bon, si vous voulez, moi, j'ai pas du tout envie d'entretenir ça et je dirais que je rentrerai même pas dans ce qui m'a choqué dans la lettre là, que j'ai reçue encore cette semaine parce que, si vous voulez, à force de répondre, on surenchérit, les tensions s'aggravent et puis finalement, au bout du bout, c'est les habitants de Blainville qui sont perdants, quoi. Donc, je veux rester un petit peu sur la ligne qui a été la nôtre depuis le départ, y compris pendant la campagne. Pas d'attaque personnelle. Moi, je suis, j'allais dire, agressé, hein, c'est clair. Moi, j'ai les écrits. Hein. Je suis agressé, je ne répondrai pas à ces agressions. Pas d'attaque personnelle. Rester sur le travail autour des attentes de nos concitoyens. Répondre à leurs attentes, c'est ça l'essentiel. Et puis essayer le plus vite possible de trouver le moyen de travailler ensemble, j'allais dire ancienne équipe et nouvelle équipe, au service des Blainvillais. C'est ça qui m'intéresse. C'est un peu d'ailleurs, j'ai trouvé que l'article de, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais de Liberté de Normandie, je ne sais pas si Madame Fresson est là, mais peu importe, je dis ce que je pense. L'article de Liberté de Normandie était assez bien dans le ton de ce que j'essaye de dire, si vous voulez, très honnêtement. Il faut dépasser les tensions. La campagne électorale, elle est terminée. Les électeurs, ils ont choisi. Nous avons été élus. Et nous allons nous installer, j'espère le plus tôt possible, mais nous installer. Et donc, il faut que cette passation, elle se fasse tranquillement. Et puis que derrière, l'ensemble du conseil municipal arrive à travailler ensemble. Encore une fois, on n'est pas élu pour nous-mêmes. On n'est pas élu pour travailler notre ego ou pour polisser notre carte de visite. Moi, je m'en fous de tout ça complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de travailler au service des Blainvillais. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse ensemble, élus de la liste Action citoyenne pour Blainville, comme élus de la liste Vivre ensemble, parce qu'une fois l'élection passée, on est tous autour d'une table à travailler dans un conseil municipal au service des Blainvillais.
j'essaye de travailler à ça, et donc, si vous voulez créer les conditions de ça, c'est ne pas rentrer dans la polémique qui s'est créée et qui est entretenue, mais qui ne sera pas entretenue par moi. Donc voilà, c'est compliqué. À titre d'information, c'est important que vous le sachiez, j'ai la semaine dernière demandé à M. Françoise s'il était possible de créer un groupe de travail commun des adjoints qui sont actuellement en activité et des nouveaux adjoints qui vont leur succéder. Pourquoi? Parce que si vous voulez, on va rentrer dans une période, on est rentré là dans une période très particulière de préparation de la sortie du confinement. Et cette période-là, on voit bien au niveau du gouvernement, vous avez vu que Édouard Philippe va intervenir demain, le gouvernement va rendre public le cadre dans lequel ce déconfinement va se faire, avec la rentrée scolaire, etc., tout ce que vous entendez, qui est très compliqué, qui est très compliqué pour tout le monde. Bon. Et puis vous voyez bien que le gouvernement, dans cette affaire-là, il dit, mais au final, une fois que moi j'aurai défini le cadre, ce qui va compter, c'est l'équipe conseil municipal, maire, préfet. Je dirais même conseil municipal, sous-préfet. Parce que c'est sur le terrain que ça va se jouer. Et donc, dans cette période charnière, si vous voulez, il m'apparaissait très important que les adjoints anciens et nouveaux puissent travailler ensemble à la préparation, à l'anticipation des mesures à prendre à Blainville pour sortir de ce confinement, si vous voulez. Donc l'idée d'un groupe de travail commun, ça m'apparaissait vraiment intéressant et ça permettait aussi de créer un climat, si vous voulez, pour l'après. Je l'avais fait notamment, pour tout vous dire, à la suite d'une intervention de Sarah Bras qui, normalement, demain, lorsqu'on sera en place, devrait être en charge des questions de vie scolaire, de suivre les questions de vie scolaire. Et Sarah m'avait dit, mais Lionel, attention, là, dans la période, moi, je me vois mal en tant que responsable de la vie scolaire, me pointer à l'école primaire ou à l'école maternelle sans avoir été dans la préparation des mesures à prendre, les découvrant, disons, en l'état, mises en l'état, et prendre la succession comme ça du jour au lendemain de Madame Zanella, puisqu'aujourd'hui c'est Madame Zanella qui est en charge de ça. Il faut vraiment que Madame Zanella et Madame Bras, si vous voulez, sur cette question de vie scolaire, puissent travailler ensemble aujourd'hui la préparation de ça, de manière à ce que la continuité de service, au moment de la passation, se fasse bien, si vous voulez. Bon. Et donc j'ai proposé, dans ce cadre-là, sans aucune polémique, de manière constructive, à ce qu'on mette en place ça. La réponse qui m'est faite par M. François, je vais vous la lire. Sans attendre les décisions calendaires de l'État, concernant la réouverture des écoles et la sortie progressive du confinement, le bureau municipal du 20 avril a décidé de lancer un plan d'action qui superpose le 11 mai selon un calendrier du 27 avril au 15 juin et d'en fixer la méthodologie. Donc ça veut dire, tu me proposes de travailler en commun, tu pourras repasser un autre jour, moi je fais mon boulot tout seul dans mon coin avec mes adjoints. Bon. Et en conséquence, donc je continue à lire, conséquence, les élus prolongés dans leurs responsabilités depuis le 15 mars poursuivront leur mission jusqu'au terme de leur engagement. Entendez les autres, restez à l'écart, bien confinés, vous m'intéressez pas, peu importe le vote des électeurs. Et dans un esprit de continuité, le projet opérationnel trouvera son prolongement naturel après l'installation du futur conseil municipal, lorsque les pouvoirs publics en auront fixé la date. Le travail en commun que vous souhaitez ne pourra être envisagé avant le calendrier fixé par l'État et seulement pendant la période qui précédera. C'est-à-dire, voilà, vous arriverez à la fin. Là, on sera obligé, parce que la passation devra se faire, l'État l'aura ordonné, et ben, vous prendrez ce qu'on aura décidé et puis vous vous démerderez avec ça. Voilà.
c'est pas, franchement, je le dis, c'est pas servir l'intérêt général, c'est pas travailler comme ça. Franchement. D'abord, c'est pas, encore une fois, respecter le suffrage universel, on est élu, mais c'est pas penser aux gamins qui sont dans les écoles, c'est pas penser aux enseignants qui sont dans les écoles, c'est pas penser aux parents d'élèves, etc. Mais je dis que c'est, franchement, c'est pas normal. Donc, si vous voulez, le climat, malgré mes appels répétés, mes courriers, mes propositions d'organisation de travail, reste sans suite. Et voilà. J'en dis pas plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. On me pose la question, est-ce que vous en savez un peu plus sur la date du conseil municipal d'installation? Est-ce que Daniel Françoise a prévu de réunir en visio le conseil municipal version 2014-2020 pour informer les élus de sa conception du déconfinement sur la ville? Je viens de répondre. Non, il fait ça dans son coin. Ce sera le cas à Caen, comme dans beaucoup d'autres communes. Il me semble que c'est essentiel sur le plan démocratique. Bon, je l'ai dit autrement, mais évidemment, ça me paraît essentiel au plan démocratique. Non, rien n'est prévu. Au contraire, j'ai fait une proposition et c'est une fin de non-recevoir que j'ai reçue. Je tiens à disposition des citoyens de Blainville les courriers de réponse que j'ai reçus de M. Françoise sur ce sujet-là. Quant à la date d'installation du conseil municipal, je redis une chose. À ma connaissance, aujourd'hui, il y a une loi qui n'est pas mise en cause. C'est la loi du 23 mars, la loi donc dite sur sécurité sanitaire ou d'urgence sanitaire. Cette loi du 23 mars est dit le 10 mai, il doit y avoir un point de fait avec le conseil scientifique sur la situation sanitaire, et si ce point est positif, les conseils municipaux qui ont été élus au premier tour devront s'installer dans la semaine suivante, suivant ce point de conseil scientifique. Ça veut donc dire pour moi que normalement, les conseils municipaux devraient s'installer aux alentours du 15 ou du 16 mai, à la mi-mai. Voilà. J'attends, je pense que cette semaine, on aura des nouvelles là-dessus, mais je ne comprendrai pas, très honnêtement, qu'on puisse encore décaler cette installation, puisque on va même aller jusqu'à, à partir du 11 mai, faire rentrer des gamins dans les écoles. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne mette pas en place les conseils municipaux élus? Ça va faire quand même maintenant 2 mois, quoi. Hein, donc, à un moment donné, il faut quand même que le suffrage universel soit reconnu et que les nouveaux élus soient installés. Donc moi, j'espère que ça sera aux alentours du 15, 14, 15, 16 mai. Mais encore une fois, je le dis, si c'est ça, on va être installé en plein dans la période de déconfinement. Et à Blainville, pas à Caen, j'ai compris, et pas dans d'autres communes, heureusement, mais à Blainville, sans avoir été associé à l'élaboration, à la réflexion et à l'élaboration des dispositions de déconfinement qui vont être mises en place. Voilà. Annick Bourris demande, est-ce que les pharmacies de Blainville vendent déjà des masques? Ma connaissance, non. Mais encore une fois, les masques, c'est de la responsabilité de l'État de les fournir pour moi. Hein. Les communes, bon, Blainville en a commandé, bon, c'est un choix qui a été fait, mais on est dans des mesures sanitaires, il faut à un moment donné que l'État assume ses responsabilités. Je redis, parce que la question m'a été posée, s'il y a des personnes qui ont des problèmes de santé actuels, qui nécessitent impérativement de sortir avec des masques, il faut qu'ils se fassent connaître. Moi, j'ai eu l'occasion de conseiller à une dame qui a des problèmes de prendre contact avec le CCAS.
elle a eu une personne au CCAS qui lui a fait porter le masque nécessaire parce que ça correspondait à un vrai besoin. Donc si vous voulez, je pense que s'il y a des besoins urgents qui se présentent, vous avez vu quand même que même les scientifiques, les médecins, sont partagés sur la question de savoir si, quand vous êtes en bonne santé, en apparence, euh, si vous devez ou pas porter un masque. On ne sait même pas ça. Bon. Mais ceci étant dit, ceux qui ont des problèmes de santé, il ne faut pas qu'ils hésitent à appeler le CCAS ou la ligne directe de la mairie pour le faire savoir. Et là, je n'ai pas de doute sur le fait que l'équipe municipale fera ce qu'il faut pour remettre les masques nécessaires aux personnes concernées. En tout cas, la personne que j'ai orientée, elle a eu une réponse positive de la part du CCAS. Autre question de Serge, n'est-ce pas à l'État de financer le coût des masques? Bon, voilà, je viens de répondre. Pour moi, sur le fond, oui, on est confronté à une crise sanitaire, on paye des impôts, ça fait partie des fonctions, je dirais, régaliennes de l'État, ça. Et là, dans ce cadre-là, il appartient effectivement à l'État de fournir les masques. Mais j'ai entendu, si vous voulez, que l'État d'ailleurs ne renonce pas, en tout cas dans les prises de position, à cette idée de les fournir, les masques, puisqu'il y a des commandes importantes qui ont été faites et qu'on devrait avoir des annonces concernant l'attribution de masques dans les territoires. Bon, ceci étant dit, je crois que le grand problème aujourd'hui, enfin je suis même sûr maintenant, hein, le grand problème, c'est pas le refus ou pas le refus. Le problème, c'est que on s'est dépourvu pendant des années de masques et de moyens de prévention, et que l'État s'est trouvé dans l'incapacité, au moment où la crise a démarré, de fournir les masques, et qu'encore aujourd'hui, on est en grande difficulté pour les fournir. La meilleure preuve, c'est que même les masques qui ont été commandés par Daniel Françoise à Caen-la-Mer, ces masques-là, on les aura pas au plus tôt avant fin mai. Voilà, avant fin mai. Alors, il faut que l'État ordonne la passation des pouvoirs à la nouvelle équipe avant le 11 mai. Ce problème de l'organisation sur la sortie du confinement est primordial et il faut alerter la préfecture de la situation de Blainville, comme certainement dans d'autres communes. Alors moi, le préfet, si vous voulez, il est au fait de la situation de Blainville, puisque dès le départ, compte tenu de la situation de blocage et du refus de Daniel Françoise de m'associer, j'avais saisi le préfet, et qui d'ailleurs, soit dit en passant, son secrétaire général en tout cas, m'avait indiqué que ma demande était tout à fait légitime d'être associé, qui m'avait précisé néanmoins que en l'état les textes tels qu'ils étaient, les textes de loi tels qu'ils avaient été rédigés, n'obligeaient pas le maire à m'associer. Donc après c'était une question de positionnement et d'attitude républicaine, hein, qui se posait. C'est pour ça que j'ai dit à un moment donné que dans l'énervement, que je considérais que Daniel Françoise n'était pas un républicain. Bon, en tout cas là en l'espèce, sur le cas de figure, il ne fait pas montre, j'allais dire, d'une vraie volonté ou d'une vraie animation de l'esprit républicain, en refusant de m'associer, alors qu'encore une fois, on est élu dans le cadre d'une élection qui certes est contestée, mais le tribunal administratif aura à se prononcer. Il faut laisser les tribunaux se prononcer, il faut faire confiance à la justice, mais en l'état, ni Daniel Françoise ni personne d'autre ne peuvent s'autoriser à considérer que l'élection du 15 mars n'est pas légitime et qu'elle n'est pas valide. Donc, je dis à M. Françoise que tant que la justice n'aura pas dit, et on verra, parce que moi j'attends là-dessus avec intérêt, mais tant que la justice n'a pas dit que le suffrage à Blainville n'est pas valable, tout le monde doit le respecter. M. Françoise, le premier. Et il s'honorerait, du point de vue de l'esprit républicain, encore une fois, de nous associer en tant que nouveaux élus.
C'est nous qui avons gagné les élections. C'est pas lui. Et ça, faut pas qu'il l'oublie. J'ai quand même, entre parenthèses, à travers la gorge, je le dis en passant, le fait qu'hier, il ait déposé une gerbe. Vous savez qu'hier, c'était la date anniversaire hein, de la libération des camps de déportés. Et il a déposé une gerbe au pied du monument. J'aurais aimé être à ses côtés. J'aurais aimé. Parce que j'étais élu et c'est moi qui sera le futur maire demain. Mais là encore, il s'est bien gardé de me proposer d'être à ses côtés. Mais bon, continuons à piétiner le suffrage universel. Bonjour, savez-vous si on va recevoir des masques en école? J'imagine, hein, en école, merci. Alors, ce que j'ai entendu, mais pour l'instant on n'a pas d'informations précises, mais je pense qu'on en aura cette semaine. Oui, effectivement, je crois que j'ai compris que dans les fournitures de masques, les premières dotations qui se feront dans le cadre du 11 mai, du déconfinement, ce seront les élèves dans les écoles. Hein. Après, dans quelle répartition, etc. Mais j'ai entendu que l'État avait prévu ça. Donc, en l'occurrence, là, c'est pas à la municipalité de Blainville de fournir les masques aux élèves. Il y aura des dotations, si j'ai bien compris, qui seront faites par l'État. On verra, hein, parce que pour l'instant, on attend beaucoup d'informations cette semaine. Comment se dessine à Blainville la réouverture des écoles? Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas associé, on ne me dit rien et je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous répondre. Et je dis en passant, je pense que si vous posez la question aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves, je pense qu'ils pourront vous faire la même réponse que moi. D'accord? Parce qu'au stade actuel, j'ai bien compris que non seulement les élus ne sont pas associés, mais que ça reste une affaire de M. Françoise et de ses adjoints, et j'ai entendu et j'ai vu des chefs de service. Bon. C'est-à-dire que la population, dans cette affaire-là, le monde associatif, en l'occurrence les parents d'élèves, j'ai pas compris, en tout cas dans la réponse, qu'elles étaient associées. Voilà. Mais de toute manière, là-dessus, je vais demander par écrit à ce que, puisque Monsieur Françoise me dit, on a décidé de lancer un plan d'action. Donc je vais demander à Monsieur Françoise qui me fasse connaître, puisque j'ai le droit d'être informé, là la loi elle est claire et nette, qui me communique le plan d'action en question dans son détail. C'est-à-dire pas seulement les axes d'action retenus, mais aussi qui fait quoi, avec quel objectif. Parce qu'un plan d'action, c'est pas seulement lancer comme ça telle ou telle initiative. C'est expliquer pourquoi cette initiative et après qui, comment, pourquoi. Alors, autre question. Pour l'ouverture des écoles, toujours, les directrices sont dans l'attente de réunions. Aussi, personne n'a d'infos. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Les parents d'élèves, les enseignants, hein, évidemment. Bah oui, s'ils ne sont pas associés. Mais franchement, moi je peux vous dire très honnêtement, maire demain, attendez, moi je ne suis pas enseignant, je ne m'autorise pas de dire à la place des enseignants, des parents d'élèves, voire même des élèves, ce qu'il faut faire dans le cadre de cette réorganisation. La première des choses qu'il faut faire avant de réunir les adjoints ou je ne sais quoi, c'est d'abord d'aller demander à tous ceux qui ont la maîtrise, la connaissance de ces sujets, parce qu'ils pratiquent ça au quotidien, qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont à proposer. On fait les choses à l'envers quand on nous écrit, on a réuni les adjoints et on va décider d'un plan d'action entre nous, j'allais dire. Non, c'est pas comme ça. C'est voilà, bon, mais démocratie participative. Voilà. Moi, si j'avais à le faire, la première des choses que j'aurais eu à faire avant d'aller réunir les adjoints et les élus municipaux, c'est d'abord
d'aller solliciter l'avis de tous ceux qui sont sur le terrain et qui vivent les problèmes en question. Et à partir de là, de construire avec eux les choses. Mais bon, c'est toute la différence de démarche entre ce qu'on a vécu avec l'équipe municipale sortante, où vous aviez quelqu'un qui avait le savoir et qui décidait tout sans consulter quasiment les gens, et une équipe qui veut révolutionner ça en justement assumant ses responsabilités, mais en commençant par impliquer les acteurs du terrain. D'où la démocratie participative. Donc moi je suis, et je le répète, je suis pour que les enseignants, les parents d'élèves soient au premier chef réunis pour faire part de leurs réflexions, de leurs propositions, et que à partir de là, il y ait un travail de réflexion qui prenne en compte tout ça, des élus municipaux, pour mettre en œuvre, si vous voulez, les orientations. Alors, je ne sais pas qui me pose cette question. Une ordonnance du 1er avril indique que si un cinquième des élus du conseil municipal réclame qu'ils se réunissent, le maire doit s'y employer. Oui, mais oui, mais un cinquième des élus du conseil municipal. On parle des élus du conseil municipal nouvellement élus ou du conseil municipal sortant. Parce que pour ce qui concerne le conseil municipal sortant, j'ai cru comprendre que le souhait n'était pas là. Bon, maintenant, le conseil municipal sortant, de toute manière, il n'est pas réuni depuis le 15 mars, il n'a pas été réuni. Par contre, il y a des réunions de bureau municipal tous les 15 jours quasiment, là, dans le rythme que j'ai vu de la dernière période, même plus. Alors bien sûr, on me garantit que les réunions se déroulent dans le respect des gestes barrières avec mise à disposition des produits de désinfection appropriés. Bon, le contraire m'aurait étonné, enfin le contraire me surprendrait. Je crois que c'était pas la peine de le marquer dans le compte rendu, d'autant plus que de toute manière, comme on n'y est pas, on peut rien vérifier. Donc papier refuse pas l'encre. Oui, c'est bien ça. Philippe me dit, en regardant l'ordonnance, là, que il s'agit bien des élus qui sont en place à ce jour. Donc, si vous voulez, sur le conseil municipal sortant, il y avait une écrasante majorité dans l'équipe de Daniel Françoise, puisque sur les 29 élus, il y en avait 25 de l'équipe de Daniel Françoise et 4 de l'opposition. Voilà. Donc, mais encore une fois, pour moi, c'est pas un problème de droit. Ce qui m'intéresse, c'est plus la démarche, l'état d'esprit. Encore une fois, la volonté républicaine, si vous voulez. On est en France, quoi. Et en France, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une élection. Quand bien même on est dans une situation de crise sanitaire, on respecte le vote des électeurs. Tant qu'il n'a pas été remis en cause, on le respecte. Et aujourd'hui, ceux qui ont le plus de voix des électeurs, c'est nous. C'est pas l'équipe de M. Françoise. Oui, alors on me donne l'information comme quoi les deux directeurs, les deux directrices d'école, à propos du débat qu'on avait tout à l'heure, ont une réunion avec l'inspection académique ce prochain jeudi, et en disant nous en saurons peut-être plus. Oui, au niveau de l'inspection académique, c'est bien de réunir les directeurs d'école. Bon, je pense que là aussi c'était la moindre des choses. Mais ceci étant dit, la mise en pratique, si vous voulez, des dispositions à Blainville
dans les alors je laisse le collège, mais en primaire comme à la maternelle, c'est dans nos écoles que ça aura lieu. Donc il faut le faire à la dimension Blainville avec les enseignants, les parents d'élèves et puis les élèves, les représentants des élèves, parce que ça existe aussi les représentants des élèves. Le conseil départemental du Calvados et la région Normandie sont chargés respectivement de fournir les masques aux collégiens et aux lycéens. Voilà, c'est ce que je disais un peu, ça fait partie des dispositions que l'État a annoncées, donc effectivement, ça ne sera pas à la commune d'assumer ça. D'autres questions sur... alors peut-être en attendant d'autres questions, juste une information. La semaine dernière, vous m'aviez demandé si on avait des informations sur l'impact du Covid-19 sur Blainville en tant que tel. J'avais donc posé la question à Daniel Françoise. Effectivement, je me permets de dire ça renforce l'idée des messages quand même de respecter les préconisations, les gestes barrières et puis le confinement quand même, parce que on parle de décès, on joue, c'est la vie quand même, donc bon, oui, il y a eu des impacts à Blainville, il y a des impacts à Blainville du Covid-19 et je vous lis la réponse de Daniel Françoise. Avec toutes les précautions d'usage qui s'imposent, notre commune n'a pas connu pour l'instant une situation sanitaire disproportionnée. Bon, tant mieux. À ma connaissance, un couple de Blainvillais a été contaminé par le virus avec une obligation de soins hospitaliers intensifs sérieux pour madame. Par ailleurs, 3 résidentes de la Roseraie ont contracté le virus dès le début de l'épidémie et avant confinement. Cela a entraîné l'hospitalisation brève d'une personne et la nécessité d'une période de convalescence pour 3 résidentes dans un établissement extérieur. Par ailleurs, nos agents du service aide à domicile intervenant à la Roseraie ont également été impactés par Covid-19, ce qui a généré un arrêt de travail de plus d'1 mois. Aujourd'hui, 2 agents sont rétablis et pourront reprendre leur activité. Le 3e devant poursuivre sa convalescence à domicile avec une assistance respiratoire. Donc le Covid-19, c'est pas pour les autres, d'accord? C'est à Blainville aussi. Donc voilà, je me permets de redire, attention, respectons bien les gestes barrières et respectons le confinement, même si on sait, bon, on a le droit de sortir 1 heure, prendre l'air, moi je le fais, mais je respecte les mesures de confinement et vraiment j'encourage tout le monde à le faire parce que c'est quand même, voilà, le Covid-19 c'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour les Blainvillais. Faisons attention à ça. En même temps, je regrette, j'ai essayé d'aller voir d'ailleurs derrière la réunion, je regrette, si vous voulez, c'est qu'on n'ait pas de stats. Daniel Françoise, manifestement, n'en a pas non plus, mais on n'a pas de stats, par exemple, qui viendrait de l'ARS pour nous dire, dans telle commune, finalement, il y a eu tant d'habitants, un peu à l'image des stats que vous avez tous les jours, tant de personnes hospitalisées, tant de personnes en réanimation, tant de décès, malheureusement, tant de personnes guéries, c'est important. Bon, on n'a pas de stats de ce niveau-là pour les communes, si vous voulez. Bon, je ne dis pas qu'il faut aller dans un tel détail au niveau des communes, mais peut-être quand même qu'on pourrait avoir de la part de l'ARS quelques indications qui nous permettraient de voir un petit peu comment dans la commune on est impacté, et peut-être aussi que ça permettrait peut-être de sensibiliser encore un peu plus ceux qui n'ont pas encore complètement conscience, parce qu'il y en a, il ne faut pas se raconter d'histoire, de la gravité de la situation, et qui s'autorisent un petit barbecue, un petit coup de pétanque. J'ai entendu parler de ça. Non, je le dis, je prends mes responsabilités. Il faut assumer les mesures
respecter les mesures, les gestes barrières et les mesures de confinement. C'est très important. Plusieurs communes ont sollicité les bénévoles pour fabriquer des masques en tissu. Qu'en est-il à Blainville? Alors je l'ai redit, là je sais que ça a été envisagé à une époque, puisque dans un des comptes rendus là, de Point d'Info, Daniel Françoise m'avait indiqué il était envisagé même que la ville fournisse le tissu, c'est-à-dire les- les équipements nécessaires pour réaliser les masques. Et j'ai l'impression, enfin je ne sais pas ce que c'est advenu, donc je vais réinterroger. Parce que je pense à Blainville, enfin je sais même qu'il y a des bénévoles qui font des masques. Je sais qu'il y a des couturières dans l'âme ou par métier, mais des couturières qui sont prêtes à se lancer si la commune le demande dans une opération de solidarité comme celle-là. Donc il faut le faire, il faut le lancer, ça. Alors peut-être qu'il y a des choses, mais on n'a pas d'informations. Mais moi, j'appelle de tous mes voeux à ce qu'on le fasse, ça. Parce que ça permet aussi aux gens, je suis sûr qu'on aura un appel, une réponse, si vous voulez, forte des Blainvillais et des Blainvillaises, parce qu'il n'y a pas que des femmes qui font des masques. Euh, euh, Moi, je sais coudre un bouton, c'est tout. Hein. Mais j'ai appris ça à l'armée, mais je ne suis pas capable de faire un masque. Mais je sais qu'il y a des hommes qui sont capables de faire ça. Mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens à Blainville, si on les sollicitait, qui le feraient, ça. Bon, alors, il faut voir, il faut organiser, mais ça ne doit pas être compliqué. Enfin, moi, en tout cas, si on nous demande de le faire, nous, on est prêts à lancer l'opération. Et puis, je rappelle, il y a Atypique à Colombelle. Moi, c'est exemplaire ce qui se passe là-bas. Hein. Et en termes d'investissement des demandeurs d'emploi pour créer leur emploi et financer leur emploi autant que possible par leur activité, plutôt que de rester dans le chômage, vous voyez, c'est exemplaire ça. Bon, eh ben, il faut les encourager. Et si on peut encourager en faisant une commande à Atypique, en parallèle de ce qu'on fait à Blainville, faisons-le. Moi, je préfère qu'on fasse ça que d'aller commander des masques en Chine, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, monsieur Yves Lemierre, je suis arrivé en retard. Peut-être avez-vous traité cette question. Qu'en est-il de l'éclairage public en période de confinement à Blainville? La commune de Mondeville a déjà pris la décision de réduire la plage horaire d'éclairage nocturne. Effectivement, ça c'est une question qui avait été posée la semaine dernière. Je suis en train de rechercher dans mes notes. J'ai donc posé la question par écrit à Daniel Françoise. Alors, la réponse qui m'est faite est la suivante, je vous lis. Hein. Concernant l'éclairage public et les économies d'énergie, la municipalité a fixé ses objectifs à l'occasion de la signature du marché en 2014. Bon. Celui-ci comprend un plan d'équipement de variateurs dans les armoires et le remplacement progressif des ampoules des lampadaires par des LED. La stratégie qui a été retenue permet de faire des économies sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'extinction de l'éclairage public la nuit. Bon, vous avez bien entendu, d'après M. François, c'est pas nécessaire. Bon, donc là encore, j'allais dire circuler, il n'y a rien à voir, on n'éteint pas la lumière. Bon. Ces technologies nouvelles permettent un gain annuel supérieur de 20 000 euros TTC par an. Non, moi ce que je dis, si vous voulez, alors, bon, la réponse c'est la stratégie qui a été retenue en 2014, on est quand même en 2020, bon, mais permet de faire des économies sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'extinction de l'éclairage public. Mais peut-être qu'en 2020, dans la crise sanitaire, il peut s'avérer nécessaire de procéder à l'extinction de l'éclairage public la nuit. Je dis peut-être parce que moi j'ai dit la semaine dernière quand on en a parlé, j'ai pas de position tranchée là-dessus. Ça mérite une réflexion collective. Bon, mais j'entends quand peut-être que c'est votre point de vue, quand vous dites bon, tout de suite la nuit avec le confinement, bah, il n'y a quasiment pas de circulation, donc on peut éteindre et ça fait des économies. J'entends ça. J'ai dit moi en parallèle, attention quand même, on sait que quand plus il fait noir, plus vous avez de voleurs. Donc plus ils sont invités, si vous voulez, à aller
à aller faire des effractions bon. Donc il y a ce risque-là. Après, il faut peser avantage-risque, c'est toujours le... Bon. Moi, j'ai pas de position tranchée. Je pense que c'est un vrai sujet. Bon. Mais là, le sujet, je le pose. Mais la réponse de Daniel François, c'est fermer le banc. J'ai décidé qu'on ne discuterait pas de ce sujet-là. C'est en 2014 qu'on a pris les décisions. Circuler. Voilà. Donc peut-être peut-être qu'on pourrait effectivement avoir ce débat. Et puis peut-être qu'au bout du débat, on verrait qu'une majorité de gens nous démontrerait que c'est intéressant dans la période de confinement de fermer la nuit l'éclairage public. Peut-être. Voilà. Mais bon, c'est comme tout, hein, c'est comme tout le reste. Euh, alors Catherine me dit, à l'écoute de la réponse concernant l'éclairage, il faut cesser d'éclairer le petit bois à l'entrée de Blainville, quid des oiseaux qui sont perturbés. Ouais. Il y a peut-être effectivement des zones, si vous voulez, sans tout arrêter, peut-être qu'il y a des zones effectivement qu'il faut arrêter d'éclairer pour des raisons diverses, là peut-être par rapport à la faune, euh, peut-être parce que tout simplement dans certaines rues, vis-à-vis des citoyens, ça ne sert à rien d'éclairer, parce que personne n'y passe entre 22 heures et puis 6 heures du matin, ou entre 22 heures et 4 heures du matin, j'en sais rien. Alors, Monsieur Lemierre insiste, l'idée n'est pas seulement de faire des économies d'énergie, mais de retrouver un ciel nocturne. Ouais, c'est vrai. De plus, éteindre reste l'économie ultime. Les études nationales prouvent qu'il n'y a pas plus de criminalité dans les zones non éclairées. Voilà, c'est un élément que vous apportez dans le débat que j'ai un peu ouvert autour des effractions. Bon, ouais, c'est voilà, c'est un élément. Moi, je l'entends. Ça fait partie du débat, mais c'est un débat qu'on peut pas ouvrir, puisqu'encore une fois, moi, j'ai pas les manettes aujourd'hui. Et si Daniel Françoise avait dit, vu la question, écoutez, oui, on ouvre une réflexion, on échange, et puis ayant pesé le pour et le contre, on prend une décision. Mais là, d'emblée, si vous voulez, c'est en 2014 que ça s'est décidé. 2014, je ne reviendrai pas dessus, terminé. Vérototo me demande, pensez à la sécurité des soignants ou autres qui travaillent très tôt ou rentrent très tard. Voilà, un autre élément du débat. Mais c'est ça la richesse du débat, vous voyez. Vous amenez chacun des éléments les uns les autres, et à un moment donné, le fait d'amener ces éléments-là, on met tout sur la table, et puis ensemble, on regarde le pour, le contre, et puis on prend une décision qui répond à l'intérêt général. C'est ça le rôle d'un conseil municipal. C'est ça le rôle d'un élu. Mais pour moi, le rôle d'un élu, c'est d'abord de créer les conditions que toutes ces idées-là, elles viennent sur la table. Pour que les citoyens viennent apporter les éléments qui vont servir au débat et permettre la construction de la décision. Ouais. Oui, Monsieur Lemierre me dit, je me permettrai de revenir lorsque vous serez investi. Ouais. Revenez quand il y aura de la lumière. D'autres questions, allez-y, n'hésitez pas sur d'autres sujets, hein, si vous voulez. Je suis en train de regarder dans les réponses qui m'ont été faites ou en termes d'information. Oui, vous dire, si, en termes d'information, vous dire que on est réintervenu, Madame Bénard précisément, est réintervenue auprès de CDC Habitat sur les problèmes de télé, parce qu'il y en a encore. Une dame qui n'avait plus la télé, mais bon, c'est pas nouveau chez elle. Et CDC Habitat lui disait que pour intervenir, il voulait bien intervenir, mais que l'intervention serait payante. Donc la dame a dit, non, si c'est ça, moi j'ai pas les sous, tant pis, je reste avec ma télé qui fonctionne pas.
Et donc on est intervenu et effectivement CDC Habitat nous a répondu qu'ils allaient faire le nécessaire et que l'intervention ne serait pas payante. Voilà. Mais je dis surtout pas de malentendu à ceux de l'autre équipe qui m'entendraient. Je n'essaye pas de m'approprier une intervention sur la télévision parce que c'est ce qu'on nous a sorti encore l'autre fois en nous disant ah ouais, vous êtes intervenu, vous vous appropriez. Non. Nous, on dit ce qu'on fait. Voilà. Et quand les personnes nous appellent, nous posent des problèmes, eh ben, on essaye de faire ce qu'il faut, d'intervenir, etc. On donne la réponse. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, une autre, pendant qu'on y... Monsieur Fossé, il faut voir le côté technique, sectorisation, intervention nécessaire. Alors, on parle de quoi? Attends, on remonte parce que je vois pas la... Ah oui, on est toujours sur la question de l'éclairage. Ouais, tout à fait. Non, parce que je vois Monsieur Fossé, je pense à une question de sport. Bon, sur Blainville-Bénouville, la course nature, on n'a pas de décision connue, mais malheureusement, j'ai bien peur que pour cette année, ça soit foutu. Enfin bon, on attendra la décision officielle. Je voulais vous parler quand même un peu de sport. Parce que d'abord, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais féliciter les féminines de hand qui vont monter de division. Chapeau les filles quand même. Et puis vous dire qu'on est très tracassé quand même par la situation de l'équipe de foot de Blainville. Ah, Philippe Fossé, j'en profite pour vous le dire. Philippe Fossé, donc, qui est un des animateurs essentiels de la course nature Blainville-Bénouville, que je salue, me confirme que la course nature du 14 juillet Blainville-Bénouville est annulée. Voilà, je vous donne l'information, il vient de me la donner. Je voulais vous parler de foot, parce que si vous voulez, on est inquiet parce que dans un premier temps, alors, je ne développe pas les règlements, c'est compliqué l'affaire, mais normalement, l'équipe première de Blainville, si vous voulez, de foot, compte tenu que les championnats ont été arrêtés et au vu des règles qui ont été définies par la fédération, devait monter en Régional 3. C'est la première information qu'on a eue. Donc passer de compétition au niveau départemental Calvados à une compétition au niveau régional Normandie. Mais c'est pas rien quand même. Bon. Et puis dans un deuxième temps, on a eu une information qui reste officieuse parce que les classements officiels ne sont pas tombés. Mais une information officieuse comme quoi Blainville ne monterait plus au bénéfice de l'équipe B de Taon, puisque par un règlement là qu'ils ont sorti de je ne sais pas où, il ferait monter une autre équipe et donc Blainville se trouverait pénalisé. Bon. Alors, je voudrais dire que on suit ça avec attention. Bien sûr, le président du foot de Blainville, de l'USMB, moi pour ce qui me concerne, j'ai eu un échange d'ailleurs avec le président du district de football, qui est un ami de longue date, hein, mais à qui je ne demande pas de passe-droit, soyons très clairs, moi c'est pas le genre de la maison, hein, et on n'a pas parlé de ça. Hein. Mais simplement, il m'a expliqué un peu la situation. Bon. Il n'y a rien de décidé aujourd'hui encore, soyons clairs. Mais je veux dire, j'espère que le président Loresteux va m'entendre. Président de la Ligue de Normandie, Pierre, j'espère que tu m'entends. Il faut absolument que la Ligue respecte ses règlements. J'y tiens beaucoup parce que c'est ce qui va faire que, d'abord, c'est un principe sportif, éthique, mais en plus, c'est ce qui va faire monter la première de Blainville. Je le dis quand même, parce que dans le litige qu'il y a là, au final, le règlement, il dit que
l'équipe qui monte, c'est l'équipe qui a le goal average général le meilleur, qui monte dans l'équipe du dessus. Et dans le cas de figure, si le règlement il est appliqué, de par l'application de ce règlement à l'équipe de Vire qui est juste au-dessus, c'est Blainville qui montera en Régional 3. Je connais Pierre, on se connaît bien, je sais que je peux lui faire confiance, mais je veux redire qu'on est très attentif à ce que les règlements de la Ligue régionale de football de Normandie soient respectés en l'état. Et puis que ça nous permettra tous ensemble de boire un bon coup de champagne à la montée de l'équipe première de foot. Et que si c'était pas ça, non seulement l'USMB, mais avec l'appui de l'équipe municipale, ferait un recours pour faire respecter les règlements. Voilà, ça me paraît important de le dire, mais j'ai toute confiance en Pierre, et puis aussi au président du district, Bertrand, que je salue. Voilà. Autre question, je voudrais savoir qui s'occupe de la tonte des pelouses derrière l'OMAC, car franchement la tonte faite dernièrement est franchement sale, et je ne parle pas des rats dans les buissons. Oui, il y a un sujet sur la qualité de la tonte des pelouses. À la décharge des employés, si vous voulez que ça soit de Camp-la-Mer ou de la commune en tant que telle, même si là actuellement, vous savez, il y a différents intervenants, il y en a trois, hein. Pour certains endroits, c'est des entreprises privées qui interviennent. Je pense au Bélem, par exemple, autour, les pelouses, tout ça, normalement, c'est entreprises privées. Ils disent normalement, d'ailleurs. Et puis pour le reste, c'est le service public. Donc, dans l'organisation de l'intercommunalité, on a un service espace vert qui est assuré à la fois par des employés territoriaux, municipaux, et puis aussi des gens qui sont de Camp-la-Mer. Bon. Mais à leur décharge à tout cela, si vous voulez, il faut reconnaître, si vous voulez, que ayant été pendant plusieurs semaines sans tondre les pelouses, bon, évidemment, ça a pris une certaine dimension. Donc, si vous voulez, voilà, je pense qu'avec le temps, les choses reviendront. Jusqu'à présent, je ne crois pas qu'on puisse se plaindre, si vous voulez, de la qualité du travail qui a été fait dans ce domaine-là. Et on a affaire aux mêmes travailleurs, hein, aux mêmes salariés. Donc, voilà, je pense que c'est lié à la situation particulière qu'on connaît. Mais bon, vous l'avez dit, hein, donc voilà, je pense que c'est entendu. José pose la question, quand tu seras en place, feras-tu un audit sur la trésorerie des commerces et les entreprises pour éventuellement les aider à passer cette période difficile? Oh là là, José, qu'est-ce que je ferai là? Aller faire un audit de la trésorerie des commerces et des entreprises. Alors, José, les commerces et les entreprises, c'est des entreprises privées. Déjà, moi, j'ai un sujet, c'est la trésorerie de la commune. Et là-dessus, j'ai dit ce que je ferai. Et je ferai faire un audit. D'ailleurs, je suis très inquiet de la situation financière de la commune, parce que je les vois, les dizaines de milliers d'euros à coup de signature. Bon, je dis pas sur les masques, je dis j'aurais fait autrement. Mais je vois les chèques et les... Bon, 25 000 par là, 60 000 par là, etc. Bon, j'espère que... Parce que si c'est, encore une fois, 50 000 euros par mois de masques à acheter, je vous laisse imaginer la trésorerie de la commune. Mais ceci étant dit, je n'ai pas l'intention, José, je veux rassurer les propriétaires des entreprises et des commerces, d'aller faire un audit de la trésorerie des commerces et des entreprises. Parce que d'abord j'en ai pas le droit, et puis on est dans le domaine privé. Par contre,
m'intéresser en lien avec eux à la situation des entreprises, oui, ça recommence comme la semaine dernière, le bruit qu'on a là. Et pourtant, cette fois, c'est pas un désolé. Ce que j'ai prévu, parce que je sais qu'il y aura un gros problème, pas seulement pour les entreprises, les commerces, mais aussi pour l'ensemble de la population, les salariés, etc., avec le chômage et tout ça. Ce que j'ai prévu pour les entreprises, c'est de mettre en place une commission. C'était prévu avant la crise, mais elle aura tout son intérêt compte tenu de la situation. Une commission de dynamisation de l'activité économique dans la commune. L'objectif, c'est effectivement d'être en lien direct, si vous voulez, avec les entrepreneurs, les responsables de l'activité économique, et de manière effectivement à être capable de faire le point avec eux de l'évolution dans tous les domaines. Parce que, encore une fois, la vie économique dans une commune, c'est très important. Je vous rappelle, j'avais fait une vidéo sur ce thème-là à la sortie de la rencontre que j'ai eue avec le directeur de Renault Trucks, si vous vous rappelez, pendant la campagne. Renault Trucks, c'est très important, mais le petit commerce, les auto-entrepreneurs, l'ensemble de l'activité économique, c'est important. Donc, plutôt que d'aller faire un audit, si tu veux, pas question, mais ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'avoir un lien étroit avec les entrepreneurs d'une manière générale pour regarder avec eux comment, ensemble, on fait en sorte de dynamiser l'activité économique. C'est leur intérêt à eux, mais c'est l'intérêt des habitants de la ville, c'est l'intérêt de la commune. Je rappelle, c'est l'intérêt budgétaire, parce que derrière, c'est des taxes, hein, c'est des rentrées fiscales, mais c'est aussi l'emploi derrière. Je rappelle, pour moi, c'est important que les entreprises, elles pensent aussi à lutter avec moi contre le chômage à Blainville. Pas seulement à Blainville, mais aussi à Blainville. Et donc, on a dans tout un tas de domaines des liens étroits à entretenir dans un intérêt, je dirais, réciproque, commun. Hein. Donc, voilà, ma réponse, c'est celle-là. Oui, travailler, et je pense, c'est vrai, je pense que malheureusement, là je ne veux pas faire peur parce que c'est pas la peine, mais je pense qu'effectivement il y a quelqu'un qui a utilisé l'expression sous cloche, on est sous cloche par rapport aujourd'hui dans le confinement, par rapport aux problèmes économiques et sociaux. Je pense qu'on a du mal à prendre la mesure des dégâts qu'il va y avoir au plan économique et social de cette crise sanitaire, hein, dans la situation de confinement qu'on est. Mais malheureusement, il va y avoir des dégâts importants sur la situation du chômage, etc. Donc, et puis je pense malheureusement, au plan social, eh bien, des besoins forts qui vont s'affirmer. Moi, je pense que, je l'ai dit il y a quelque temps, je pense qu'on va devoir essayer de penser quelque chose en termes de plan d'accompagnement d'urgence sociale dans la commune, quand on va voir comment la situation va évoluer. Et on va voir malheureusement qu'on va avoir beaucoup de familles en difficulté. Il va falloir s'intéresser à ces situations-là. Donc tout ça va peut-être nous amener à bouger des choses, mais moi ce qui compte, c'est l'intérêt réel, factuel des habitants de la ville. Ouais, j'ai entendu, c'est Véro Toto qui dit désolé, mais on n'entend plus rien. Alors à la semaine prochaine, je sais pas, effectivement, on va s'arrêter là. De toute manière, ça fait 1h15 qu'on est ensemble. Je pense vous avoir donné beaucoup d'informations et je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, les préconisations, hein, bien respecter les gestes barrières et puis les mesures de confinement, être à l'écoute de ce qui va être annoncé dans la semaine qui vient, parce que je pense qu'on va avoir des annonces importantes, et puis rendez-vous à la semaine prochaine, rendez-vous à lundi prochain, 18h, pour un nouvel échange, un nouveau compte-rendu de ce qu'on fait, et puis pour être à nouveau à l'écoute de vos préoccupations. Bonne soirée à toutes et à tous.